Bonjour professeur. Bonjour. Donc nous allons voir quelques points autour donc du livre Une ordonnance pour la France. Bon, la première piste que j'évoque dans ce livre concerne la médecine préventive, avec des propositions pour intégrer la médecine préventive à tous les niveaux de notre système de santé, avec des mesures concrètes. Quel est votre avis sur cette médecine préventive, professeur? Je pense que c'est l'avenir, c'est la seule solution en fait, à la fois pour l'individu, pour le conserver en bonne santé le plus longtemps possible, n'est-ce pas? C'est bien de vieillir, d'augmenter sa durée de vie, mais avec pas des incapacités, comme vous dites, n'est-ce pas? Il faut une vie en pleine forme. C'est ça qu'il faut obtenir. D'une part, et puis pour la société, puisque le système de sécurité sociale en France est en train de s'effondrer avec des déficits de plus en plus gigantesques, et vous comparez d'ailleurs avec l'Allemagne, c'est intéressant parce que l'Allemagne, elle, a un système à peu près équilibré de sécurité sociale, Absolument. du point de vue financier, parfois excédentaire même. Donc là, c'est évident qu'il faut faire quelque chose, et ce quelque chose, c'est d'éviter justement les maladies qui coûtent très le plus cher à la société, les maladies longues, le cancer, les maladies comme Alzheimer qui demandent des soins pendant des années. Donc tout ceci doit être réduit autant que possible, et ceci peut être fait par la prévention. Alors, vous êtes particulièrement bien placé pour aussi placer la médecine préventive sur le plan de la recherche. On a beaucoup parlé que la prévention, c'était avant tout une bonne conduite, une bonne hygiène de vie, mais c'est pas simplement ça. Il y a une recherche en termes de médecine préventive. Absolument. Et on peut déplorer que les crédits de recherche liés à la prévention sont minimes, c'est pas peut-être entre 2 et 5%. Donc il faut aller jusqu'à 50%. Ce que je propose, c'est qu'on fasse 50% de recherche sur la prévention médicale, n'est-ce pas? On a maintenant d'énormes possibilités technologiques qu'il faut utiliser. Ceci, bien entendu, avec aussi des médecins bien formés, bien au courant, car le malade a besoin aussi d'un dialogue avec le médecin, n'est-ce pas? Pas 10 minutes de consultation, mais quelque chose d'approfondi en fonction des résultats donnés par le laboratoire et aussi par le dialogue avec la personne. Déjà, notre système de rémunération du médecin à l'acte n'est pas le bon système pour ça. Hein. Ben non, si le médecin ne peut consacrer que 5 à 10 minutes à chaque patient, c'est pas très bon. Il faut beaucoup plus de temps, c'est pas pour connaître quelqu'un, surtout pour avoir une idée intégrative, c'est-à-dire considérer non pas qu'on va traiter un organe particulier, mais c'est un individu, une personne humaine, donc connaître davantage cette personne. À quel facteur est-elle exposée, n'est-ce pas? On m'en a parlé, par exemple, il y a une grande inconnue qui sont le rôle des radiations électromagnétiques non ionisantes, n'est-ce pas? Nous sommes tous exposés à ces radiations à partir des champs magnétiques produits par le courant électrique, mais aussi de plus en plus par les fréquences utilisées pour la communication. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des effets à long terme? Il n'y a pas des effets à court terme mesurables pour l'instant, mais il peut y avoir des effets à long terme. Il y a quand même des effets mesurables à court terme chez certaines personnes à l'heure actuelle. Et je signale une étude qui n'est pas encore publiée qui montre que ces personnes extrêmement sensibles à ces radiations ont des phénomènes biochimiques et neurologiques importants qu'on peut détecter par la biochimie, aussi par l'imagerie cérébrale, et qu'on peut traiter, parce qu'il y a donc un stress oxydant, par des antioxydants, et améliorer beaucoup leurs conditions. Alors, on va bientôt voir arriver ce qu'on appelle la médecine prédictive, avec une généralisation de plus en plus importante, une certaine démocratisation du séquençage génomique qui va devenir financièrement accessible pour le plus grand nombre dans les 10 prochaines années. Quel est votre avis par rapport à cet événement? Oui, c'est important, mais il faudra aussi savoir interpréter les résultats. Donc il faut des bases de données très importantes. Il faut aussi penser que justement l'informatique va jouer un rôle très important dans ces appréciations des résultats, mais il y aura toujours à la fin finalement un cerveau humain pour les interpréter et aussi pour en tenir compte dans les traitements. Donc je crois qu'effectivement ce sont des techniques très importantes, et j'en ajouterai d'autres comme la détection de signaux électromagnétiques que nous faisons à partir de l'ADN présent de bactéries et de virus présents dans le sang. Mais je crois qu'aussi cette approche pourra déboucher sur de nouveaux types de traitements en interférence avec les ondes émises
par ces microbes. Donc là, on est un peu dans la science-fiction, mais enfin, on va dans cette direction. Donc d'une médecine très peu invasive finalement, et qui doit être, qui demande évidemment à la personne, à nous tous, aux citoyens, de prendre en compte notre système d'alerte, n'est-ce pas, et de voir d'aller au centre, consulter le médecin dès qu'il y a un petit signe qui se présente, n'est-ce pas? Pas attendre le dernier moment. C'est un peu comme aller chez le dentiste, attendre que les dents soient carriées pour les faire enlever. Je crois qu'au contraire, on doit prévenir cette phase. Et vous pensez que c'est un horizon de combien de temps, cette médecine peu invasive dont vous parlez? Je pense effectivement ça dépend du changement de notre mentalité. Et donc c'est la responsabilité des hommes politiques, des médecins, des scientifiques, d'accélérer ce mouvement. Sachant qu'il faut convaincre que c'est la seule solution de notre médecine, une médecine très sophistiquée, qui peut prolonger encore davantage notre vie en bonne santé, à condition que nous y participions. Il ne s'agit pas d'une médecine qui est donnée, mais c'est une médecine interactive, n'est-ce pas? Donc, qui demande aussi des changements de comportement des personnes, et puis aussi prendre en compte les facteurs d'environnement collectifs, si vous voulez, le réchauffement climatique, la pollution chimique, atmosphérique, la nutrition. Bon, on ne peut pas faire tout en même temps. Enfin, il faut aussi penser que c'est des actions collectives à l'échelle de la planète doivent être prises aussi. Et vous pensez que nos dirigeants, notre élite dirigeante, qu'elle soit politique ou qu'elle soit médicale, ne va pas dans ce sens parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils ne maîtrisent pas cette médecine du futur? Oui, je constate une grande indifférence, même dans les campagnes électorales actuelles, pour ces sujets de santé. Je n'ai pas vraiment entendu parler de programme à ce sujet. Donc votre livre tombe à point. J'espère qu'on va essayer de remuer un peu les consciences. Alors tout ceci, j'espère aussi, tout ceci ne se fera pas sans réorganiser un petit peu notre offre de soins. Aujourd'hui, elle est centrée sur l'hôpital public, parce qu'historiquement, les pathologies étaient, et surtout les pathologies aiguës, qui se traitaient à l'hôpital. On est aujourd'hui dans une ère de pathologie chronique. Quelles sont les nouvelles missions pour vous de l'hôpital public aujourd'hui? À mon avis, bien sûr, il y aura toujours des situations d'urgence que l'hôpital va très bien traiter, mais aussi, effectivement, dans une action préventive. Ceci veut dire moins de grande chirurgie, moins de traitements à long terme à l'hôpital, beaucoup plus de traitements ambulatoires. D'ailleurs, même la chirurgie, maintenant, tend à restreindre la durée des journées de séjour d'hôpital après une opération. Donc je vois mal l'hôpital comme des énormes centres, n'est-ce pas, mais des centres de taille moyenne, mais bien équipés au point de vue de plateau technique et connectés entre eux, n'est-ce pas? Il faut penser qu'on est dans un monde de communication et en profiter, n'est-ce pas? Les bases de données vont augmenter. On peut imaginer une sorte de télémédecine comme un GPS, si vous voulez, avoir des informations par satellite à distance. Donc vous pensez que la constitution de grands centres hospitaliers, comme l'hôpital Georges Pompidou ou d'autres qui sont en cours, c'est peut-être pas la bonne solution? Ça n'est pas la bonne solution. C'est beaucoup de dépenses inutiles. Et d'ailleurs j'ai entendu parler, je crois que c'est pas à Paris, mais à Lyon, un hôpital un nouvel hôpital qui n'est pas utilisable, qu'il faut refaire. Non, il faut éviter ce genre de gaspillage. D'accord, merci beaucoup, professeur.